Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui du versant fémoral des reprises de prothèses totales de hanche. Alors, le principe d'une reprise d'une prothèse sur le versant fémoral est finalement assez simple. C'est d'ailleurs ce que vous pouvez expliquer à vos patients. Une tige fémorale, c'est comme un clou dans un mur. Et si le clou bouge dans le mur, bien, compte tenu du fait que vous ne pouvez pas mettre votre clou à côté, vous êtes quasiment invariablement obligé de mettre un clou un peu plus long et un peu plus gros que le précédent pour aller chercher un appui un peu plus loin dans le mur en faisant un petit peu abstraction du premier trou qui a été fait, hein, c'est-à-dire en dépassant, ce qu'on appelle en anglais en bypassant, le défect osseux pour atteindre une partie distale plus saine. Donc, si on reprend un peu, bien, vous mettez un clou. Si ce clou a une tenue, tout va bien. Puis, si finalement cette tenue devient inefficace, eh bien, on va venir chercher un appui un peu plus distal. Et on peut éventuellement, si on le souhaite, combler la partie abîmée que l'on vient de dépasser, mais c'est quasiment facultatif. La chose dont on ne peut pas se passer, c'est d'aller plus loin dans le mur. Alors, il y a néanmoins deux techniques chirurgicales que vous devez connaître où le nouvel implant peut être plus court que le précédent. La première, c'est la technique dite ciment dans le ciment. Alors, en fait, quand vous avez un implant cimenté, instable, dans un fourreau de ciment stable, en l'absence d'infection, eh bien, on peut retirer cet implant, laisser intègre complètement le fourreau de ciment. Il ne faut pas que celui-ci soit cassé. Il ne faut pas que celui-ci se soit décellé lui-même de l'os. Il ne faut pas l'aléser. Et à ce moment-là, on peut remettre en place un implant en le recimentant dans le fourreau de ciment qu'on a laissé en place. C'est une technique qui est volontiers utilisée en sauvetage chez les gens âgés avec voilà, des taux d'échec qui ne sont pas négligeables, 10-15% à 10 ans. Donc, on réserve à des cas très particuliers. Comme vous voyez par exemple ici, à droite, ben, le fourreau de ciment était intègre. C'est un mauvais cimentage, je pense que c'est quand même une technique un peu limite, un cimentage incomplet, l'implant a probablement migré. Bon, j'en ai quasiment pas fait, donc j'ai trouvé à peu près que cet exemple. Donc c'était quelqu'un de très âgé, chez qui voilà, on a juste recimenté un nouvel implant dans le fourreau laissé en place. La deuxième technique qui permet d'utiliser un implant plus court, celle-ci, elle est beaucoup plus utilisée de manière très large, en particulier en Angleterre, c'est l'allogreffe morcelée impactée. Alors, elle part de l'idée que, c'est Charney qui l'a dit, le meilleur moment pour le ciment, c'est la première fois. Pourquoi? Parce que la fixation cimentée est plus efficace lorsqu'il reste du spongieux. Alors, pourquoi je vous ai mis ce schéma? Ça, c'est des tubes de PVC, c'est-à-dire c'est lisse parfaitement à l'intérieur. C'est la situation dans laquelle vous vous trouvez lorsqu'il n'y a plus d'os spongieux. C'est la raison pour laquelle un implant cimenté peut, avec son fourreau de ciment, s'enfoncer dans un fémur dans lequel il n'y a pas d'os spongieux. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention aux révisions des implants cimentés qui ont souvent emporté l'os spongieux. C'est pour ça que la fixation, une révision cimentée, est peut-être plus efficace après une tige sans ciment qu'après une tige cimentée. Donc, l'idée de cette allogreffe morcelée impactée, ou en anglais Impaction Bone Grafting, IBG, a été développée dans les années 80 sur le versant acétabulaire, on appelle la technique de Slough, et sur le versant fémoral, la technique de G ou de Ling qui a été publiée dans JVGS en 93. C'est aussi la technique appelée Exeter, de la ville d'Exeter, parce que Exeter a inventé cette tige, vous voyez, qui est conique et qui va, alors c'est laissé bien entendu, et cette tige conique va compacter l'os spongieux. Alors cette technique de Ling ou cette technique d'Exeter ou d'allogreffe morcelée impactée, on met un bouchon, on met un guide dessus,
Et puis, on va impacter de l'os spongieux, donc de l'allogreffe morcelé qui est fraisé avec un outil dédié. Et ensuite, on va le tasser petit à petit avec des implants de taille croissante, puis mettre éventuellement, si le défect n'est pas contenu, on met des grillages, je vous en parlais, ce qu'on appelle des mèches en anglais, MESH, et à la fin, on va cimenter l'implant là-dessous. Donc, vous voyez ce cas, par exemple, où on va retirer cet implant et on va en prendre un plus petit qui va être cimenté éventuellement dans du grillage. Vous voyez que parfois, il y a des fractures et on fait la même chose avec un implant plus long. Alors, ce qui est validé dans la littérature, c'est qu'il y a des limites à cette technique. Je vous en ai parlé. La première d'entre elles, c'est des défects osseux non contenus que l'on va transformer en défects contenus par des utilisations de grillage, comme ici. La deuxième limite, c'est qu'il faut un accès à un stock d'allogreffe relativement important. Pour faire une reconstruction fémorale, peut falloir 3 ou 4 allogreffes. La troisième limite, c'est que si le fémur est courbe, si votre implant est droit, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut éventuellement soit changer de technique, soit faire une ostéotomie en plus. Et la dernière limite, c'est qu'il faut s'attendre à des fractures, vous voyez, comme ici, per- ou post-opératoires, ou des migrations d'implants une fois sur 10, ce qui est non négligeable. En dehors de ces deux techniques, donc ciment dans le ciment ou allogreffe morcelé impacté, votre implant sera toujours plus long que le précédent. C'est d'ailleurs la limite de toutes ces révisions, c'est à chaque fois on consomme du mur, on consomme du stock osseux. Alors, avec ou sans ciment, eh bien non, ce n'est pas qu'une affaire d'école. Il ne faut pas dire, moi j'ai appris à utiliser du ciment, donc j'utilise du ciment, ou réciproquement. Il faut un peu réfléchir, il y a à chaque fois des bonnes et des mauvaises raisons. Il faut quand même reconnaître que quand on regarde la littérature, même assez récente, 2015, les révisions cimentées semblent donner des résultats satisfaisants, mais il faut faire attention un petit peu à l'âge. Ce qui semble validé, c'est que en dehors de l'utilisation du ciment dans le ciment chez des gens âgés, il vaut mieux préférer une reconstruction sans ciment. Si on veut utiliser une reconstruction sans ciment, à ce moment-là, il y a plusieurs notions à connaître. Il y a en particulier 3 règles à respecter pour réussir une implantation d'un implant sans ciment. Ça, c'est validé aussi. C'est vrai si vous utilisez une cupule sans ciment ou une tige de première intention. Il vous faut une stabilité primaire de votre implant sur de l'os vivant et la plupart du temps par un contact osseux intime entre cet os et votre implant. Et ce contact osseux intime, quand on l'obtient par l'intermédiaire d'un press-fit, vous permet d'obtenir la stabilité primaire. Dans le cadre d'une fixation fémorale de révision, comme je vous le disais, comme l'histoire du clou dans le mur, il vous faut une fixation qui sera malheureusement distale à l'implant. Alors, vous trouverez toujours des chirurgiens, vous trouverez toujours des études disant que oui, on peut utiliser une fixation fémorale, mais elle n'est pas fiable, elle est non anticipable. Donc, il y a quand même un consensus, laissant penser qu'il vous faut une fixation distale à l'implant, c'est-à-dire diaphysaire. Cette fixation, elle est obligatoire. Elle n'a pas besoin d'être très grande. On n'est pas obligé d'envahir le mur avec un clou trop grand, parce qu'il faut penser éventuellement à la révision ultérieure. 4 à 6 cm de tenue diaphysaire suffisent. Cette tenue, elle est obligatoire. Il n'empêche qu'une fixation métaphysaire est souhaitable. Elle est accessoire, mais elle est souhaitable, en particulier pour répartir les contraintes mécaniques de manière homogène sur la totalité du fémur, pour limiter l'apparition de douleurs de cuisse, ou pour limiter la disparition de l'os au niveau proximal, qu'on appelle le stress shielding. Dans les années 80, je n'ai pas mis l'année, vous m'excuserez, une fixation uniquement métaphysaire par un implant très populaire aux États-Unis, l'implant S-ROM,
a montré malheureusement jusqu'à 10% d'échecs mécaniques. Une fois de plus, ce n'est pas la catastrophe, mais 10% c'est quand même pas mal et on peut espérer mieux. Donc, vous allez utiliser une fixation diaphysaire obligatoire et éventuellement métaphysaire. Pour ça, vous avez 3 options qui correspondent à 3 philosophies qui ont chacune leur place. La première, c'est la notion de press-fit. Alors, le press-fit, qu'est-ce que c'est? Le press-fit, c'est un ajustement d'un cylindre enfoncé dans un trou plus petit que lui-même et tenu fermement immobile. C'est la chose qu'on utilise, par exemple, quand on va impacter une tête sur un col ou quand on va impacter 2 pièces d'une prothèse sur un cône morse. Dans le cadre d'une fixation osseuse, l'idée, c'est que la force du press-fit, la force de la tenue de ces 2 cylindres l'un dans l'autre va être supérieure aux forces axiales, c'est-à-dire qui veulent enfoncer l'implant, ou aux forces rotationnelles. Elle nécessite une stabilité primaire efficace et elle nécessite une surface de contact entre l'os et l'implant. Il n'a pas besoin, comme je vous disais, d'être immense. 4 cm peuvent suffire. C'est la raison pour laquelle il faut éviter une fixation qu'on qualifie de 3 points. Fixation qu'on utilise par exemple quand on met, ça c'est une tige corail que vous avez reconnue, qui est dans le cadre ici qui est sous-dimensionné, avec un point ici, un point ici, un point ici, une fixation en varus, généralement qui échoue. C'est la raison pour laquelle dans ces cas-là, une tige corail peut être utile avec une collerette. Mais sinon, elle risque de s'enfoncer. C'est la même chose si vous utilisez un implant droit dans un fémur courbe. Vous aurez une fixation de 3 points. Ce n'est pas une fixation press-fit. C'est pareil, ça peut fonctionner, mais c'est une fixation qui est bien moins stable qu'une fixation press-fit d'un cylindre dans un cylindre. Pour que ça marche, il faut que vous veniez vous fixiez dans la partie étroite du sablier qu'on appelle l'isthme, puisque le fémur ressemble à un sablier. Si vous vous fixez jusque dans cette région, ça a du sens. Ensuite, si vous voulez vous fixer ici en press-fit, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que si vous voulez un press-fit ici, il va vous falloir un implant qui fait cette largeur, mais il ne passera pas là. Donc, si vous n'avez plus d'isthme, la fixation press-fit est extrêmement difficile à obtenir, parfois au prix d'une fracture ou parfois au prix d'utiliser un implant tellement large que vous n'avez plus d'implant au diamètre suffisamment grand. Donc, la première question que vous aurez à vous poser, c'est y a-t-il un isthme? Ici, vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas de radio du fémur en totalité. Donc, il vous faut une radiographie du fémur de face et de profil en totalité. De profil, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Ici, vous avez un isthme. Si vous arrivez à enlever ici le bouchon de ciment, vous avez un isthme sur plus de 4 cm. Donc, ça, c'est parfait. Ici, vous voyez que c'est trop large. Si vous voulez avoir une fixation press-fit ici, vous allez casser le fémur ou alors vous allez avoir un implant. Vous n'aurez jamais le diamètre de cet implant. Donc, l'isthme, il s'arrête ici. Après, ça s'élargit de nouveau. Donc, c'est inférieur à 4 cm. Ce n'est pas possible. Et ici, le fémur, c'est un tuyau de PVC très large, aux corticales très fines. Vous ne pouvez pas avoir une fixation press-fit. C'est autrement dit dans la classification de Paprosky que je vous encourage à connaître. On en parlera tout à l'heure. En revanche, même si c'est intéressant de connaître la classification de la Soft-Cote, ce n'est pas une classification qui va vous aider à choisir votre implant. Vous avez le stade 1, c'est cortical aminci, mais correct, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Le stade 2, la corticale latérale est amincie, la médiale est OK. Le stade 3, la corticale latérale est amincie, la corticale médiale est en partie détruite. Et le stade 4, le fémur est pellucide ou disparu. Donc cette classification, elle vous permet de comparer les fémurs, mais elle n'est pas très utile sur un plan thérapeutique. Le deuxième concept, c'est la tige dite de Wagner. Alors, vous verrez qu'elle est particulièrement utile si vous avez un isthme qui n'est pas présent. La tige de Wagner, c'est cette tige ici ou ici, c'est-à-dire c'est une tige conique avec des ailettes. Donc, son diamètre est décroissant. Elle est en forme de flûte ou elle est en forme de bougie, tapered en anglais. L'idée, c'est d'avoir
un implant qui, au fur et à mesure, va être de diamètre décroissant, en particulier pour, quand il va chercher une fixation diaphysaire distale, limiter le risque de fracture. Et cet implant, son avantage principal, c'est qu'il va chercher, alors cette fois-ci, volontairement, un appui non pas press-fit, mais multipoint, et essayer de trouver la stabilité grâce à cet appui multipoint. Donc, vous le voyez, par exemple, utilisé ici, on dépasse l'isthme et donc on vient chercher des appuis multipoints. Et donc, dans ce cas-là, la fixation est obtenue. Donc, ces tiges type Wagner, tapered ou fluted en anglais, on a peu de résultats publiés dans des fémurs type 3A, alors pardon, 3B ou 4, c'est-à-dire supérieur à 3A, c'est-à-dire selon la classification de Paprosky, lorsqu'on n'a plus d'isthme. Et dans ces séries, on a quand même jusqu'à 15% de migration. C'est des séries qui datent des années 80-90, qui ont été publiées dans les années 2000, et c'est la raison pour laquelle les industriels ont modifié ces implants type Wagner en y apportant plusieurs modifications. Je vais vous parler des deux autres, mais ces implants peuvent être modulaires, ils sont courbes et surtout ils sont verrouillables. Verrouillables pour augmenter la stabilité primaire et permettre une réhabilitation secondaire, on en parlera tout à l'heure. Alors la modularité, quel est l'intérêt? C'est d'obtenir une fixation distale. On se bloque à un endroit qu'on a du mal à anticiper et ensuite, indépendamment, avec la métaphyse, on va obtenir le reste. Alors comment ça se passe? Vous voulez obtenir le centre de rotation sur la ligne rouge, mais vous ne savez pas comment ça va, où est-ce que vous allez obtenir la fixation distale. Donc vous espérez que ça va se passer là. Si ça se passe là, avec un implant monobloc, vous êtes d'emblée parfait. Si en revanche, vous le fixez ici et que votre implant ne se fixe plus bas, si vous utilisez un implant monobloc, quand vous augmentez sa longueur, vous augmentez son diamètre, donc vous risquez une fracture. L'idée, c'est de séparer les deux. C'est-à-dire que si vous fixez ici, vous utilisez une métaphyse de longueur 65, et si par malheur vous vous fixez ici, vous allez utiliser une métaphyse de longueur plus importante. Et donc, vous fixez d'abord comme votre clou un endroit où il tient, et ensuite vous réglez la longueur, et selon les modèles, l'offset de manière indépendante. Donc, vous voyez par exemple ici, c'est un implant monobloc à fixation purement proximale qui a été utilisé avec aucun press-fit distal. Cet implant a migré. Vous voyez que le centre de rotation est bien plus bas que le grand trochanter. Il s'est même luxé. On a pu le reprendre avec un implant press-fit qui est venu se fixer dans l'isthme. Comme on ne savait pas, par anticipation, à quel niveau il allait éventuellement se bloquer, on a utilisé un implant modulaire qui a le temps de reconstruire indépendamment la longueur et l'offset. Le troisième concept, c'est la tige verrouillée. Alors, la tige verrouillée est née à Amiens, dans l'esprit de Pierre Vivès dans les années 80. Vous le savez peut-être, c'était un implant qui était voulu comme temporaire, permettant un appui immédiat à la suite d'une éventuelle fémorotomie. Éventuellement, on avait une fixation secondaire uniquement proximale, ce qui est possible si on vient adapter le fémur à l'implant par l'intermédiaire de la fémorotomie. Mais l'idée, c'était que une fois que le fémur était droit, reconstitué, cet implant allait être retiré pour mettre un implant de première intention. Puis finalement, les patients allaient tellement bien que ça a donné lieu par la suite à une technique définitive. Le problème du verrouillage, méfiez-vous, c'est que quand vous utilisez une technique press-fit, vous allez utiliser une technique, le press-fit va vous donner un contact osseux intime et grâce à ce contact osseux intime, vous allez avoir la stabilité primaire. Le problème avec le verrouillage, c'est que vous allez utiliser le verrouillage, il va vous donner la stabilité primaire, mais vous pouvez rater le contact osseux intime. Je m'explique. Vous allez, je ne sais pas moi, à 16, vous dites, oh là là, je vais tout casser, à 16 ça bouge, je m'arrête.
vous utilisez un implant diamètre 16, vous le verrouillez, OK, vous allez avoir la stabilité primaire. Mais si vous n'avez pas de contact de votre implant sans ciment suffisamment intime avec l'os diaphysaire, parce que le diamètre aurait peut-être été nécessaire 18 ou 20, ben, le verrouillage va fonctionner au début, la réhabilitation secondaire ne va pas avoir lieu, le patient va avoir des douleurs de cuisse parce que l'implant n'est pas fixé, et c'est là où certains retirent les vis ou les clavettes distales, pensant que la douleur va passer, comme on le fait pour un clou, mais c'est une erreur parce que ben, l'implant ne va toujours pas se réhabiliter. Et en général, à ce moment-là, il s'enfonce, ce qui permet de prendre connaissance du fait qu'il n'était pas fixé. Donc attention au verrouillage, il faut l'employer à bon escient, j'en parlerai tout à l'heure. Donc une fois que vous avez déterminé si vous avez votre isthme fémoral, donc je vous rappelle mon cheminement, hein, vous utilisez la fixation cimentée dans certains cas, sinon vous utilisez la fixation préférentiellement sans ciment. Vous regardez si vous avez votre isthme. Si vous avez votre isthme, vous utilisez préférentiellement un implant press-fit. Et dans le cas contraire, vous utilisez un implant de type Wagner, éventuellement verrouillable. Il vous reste à répondre à ces 3 questions. Quelle est la longueur? Est-ce que je vais faire une fémorotomie? Et quid du verrouillage? Alors pour la longueur de la tige, en fait c'est assez simple. Ici, si vous avez un isthme, vous allez pouvoir utiliser un implant éventuellement pas très long. Par contre, méfiez-vous parce que le fémur est droit jusqu'à une certaine longueur et après il est toujours courbe. Donc si vous dépassez l'isthme, il va falloir probablement un implant courbe. Donc si vous avez un isthme, l'implant peut être court et il peut être droit. Mais si vous n'avez pas d'isthme, l'implant va être long et à mon avis, attention, il vaut mieux qu'il soit courbe. Deuxième chose, la fémorotomie. La fémorotomie, c'est une fracture contrôlée. Elle a en gros 2 inconvénients, pardon. Ça, c'est dans la littérature, hein, c'est retrouvé. Le premier inconvénient, c'est qu'il vous faut un implant plus long que votre fémorotomie. Le deuxième inconvénient, c'est que votre rééducation va être modifiée, puisque vous allez avoir un appui protégé avec une paire de cannes pour 6 semaines, avec une abduction interdite pendant 6 semaines, donc un appui unipodal interdite pendant 6 semaines. Par contre, ça diminue le temps opératoire et éventuellement, ça peut augmenter le saignement. Il y a 6 avantages à pratiquer une fémorotomie. La première, c'est d'enlever le ciment. La deuxième, c'est d'enlever un implant correctement fixé, comme ici, par exemple. La troisième, et c'est vraiment très important, même si votre implant sort facilement, même si c'est un implant sans ciment, ou même si le ciment sort facilement, comprenez bien que si vous allez fixer votre nouvel implant ici, sur un fémur courbe, jamais vous passerez ici. Donc à ce moment-là, il va vous falloir faire une fémorotomie de cette région-là pour mettre l'implant et remettre votre fémorotomie ici. Et attention, votre partie médiale de votre fémur sera trop éloignée de votre implant. Il vous faudra donc faire aussi une corticotomie médiale pour au final modifier l'anatomie de votre fémur, le rendre droit autour d'un implant droit. Parce que même si vous utilisez un implant courbe, sa courbure, elle va être sagittale, elle ne va pas être frontale. Donc votre implant, sur un plan frontal, il sera toujours droit. D'accord? Donc faites bien attention à ça. Une voie endofémorale peut être une très mauvaise idée sur sur un fémur courbe, même si l'ablation de l'implant ou du ciment est facile. Dernière chose, lorsque vous craignez une fracture, comme ici, ou comme ici, hein, parce que si vous mettez votre implant ici, vous allez casser le grand trochanter. À ce moment-là, soit s'il est vraiment très ostéoporotique, soit s'il est droit devant, il faut faire une fémorotomie. Ça vous permet d'ailleurs, à la fin, je pense que je ne l'ai pas marqué, non, ça vous permet à la fin, votre volet de fémorotomie, vous n'êtes pas obligé de le remettre au même endroit. Vous pouvez supprimer 1 ou 2 cm de la partie distale de votre volet de fémorotomie et le redescendre pour retendre votre moyen fessier. C'est toujours possible, comme on le fait sur les trochantérotomies. Dernière chose, le verrouillage, je vous en ai parlé. Attention,
Le verrouillage vous permet une fixation primaire, permet un appui immédiat, limite la migration, mais quid de la fixation biologique? Vous voyez ici, ça c'est moi qui l'ai fait, bon ça s'est finalement bien passé, mais ce n'est pas forcément une très bonne idée. L'implant est sous-dimensionné en diaphyse. Bon, les vis, en revanche, elles ne sont pas sous-dimensionnées, ça ne vous a pas échappé, mais l'implant est sous-dimensionné en diaphyse. Éventuellement, il va se réhabiter ici. Ici, c'est possible, mais c'est quand même pas forcément facile. Et puis, j'ai dépassé l'isthme. L'idéal, ça aurait été au moins d'avoir ce diamètre ici. Bon, finalement, ça s'est réhabité parce que c'est une tige type Wagner qui a eu une fixation multipoint sécurisée par deux clavettes, par deux vis. Mais faites attention à l'utilisation du verrouillage. Il vaut mieux utiliser un verrouillage uniquement pour stabiliser la rotation. Bon, vous voyez ici, c'était un fémur stade 4, très, très pellucide. On est à la limite. D'accord? Alors, en conclusion, je vous propose des algorithmes pour réfléchir. Alors, la première chose, je l'ai dit, utiliser une fixation cimentée dans deux cas. Ciment dans le ciment, attention, pas dans les sepsis. Préférentiellement les âges âgés ou les patients fragiles. Sinon, l'allogreffe mensuelle impactée, très bonne technique. C'est long, il vous faut un bon stock d'allogreffe, mais c'est une technique validée avec de très bons résultats. Sinon, des techniques de sauvetage, très classiquement dans les fractures périprothétiques chez les gens âgés. Sinon, la fixation sans ciment, préférez l'isthme si vous avez, préférez le press-fit si vous avez un isthme, Paprosky inférieur à 3B. Sinon, les tiges de Wagner que je vous invite à utiliser, courbes, modulaires et verrouillables. Et attention au verrouillage. Alors, comment ça se passe? La première question, je vous l'ai dit, vous vous demandez si vous avez l'isthme. Si l'isthme est présent, votre implant n'a pas besoin d'être long. Ne prenez pas inutilement un implant trop long. Si l'implant n'est pas trop long, vous vous demandez quelle est la forme du fémur. Si le fémur est courbe, à ce moment-là, votre implant il va rentrer en conflit avec la partie proximale de votre fémur. À ce moment-là, vous utilisez un implant court, droit. Vous n'avez pas besoin que cet implant soit modulaire. Vous n'avez pas forcément besoin qu'il soit verrouillable, mais par contre, vous allez avoir besoin de faire une ETO, donc Extended Trochanteric Osteotomy, c'est-à-dire une fémorotomie pour adapter votre fémur à votre implant. Si votre implant est en revanche droit, vous allez vous demander si vous allez avoir besoin de faire une fémorotomie. Vous n'aurez pas besoin de faire une fémorotomie pour adapter votre fémur à votre implant. Vous aurez uniquement besoin de faire une fémorotomie si vous avez besoin d'enlever votre implant ou si vous craignez une fracture du grand trochanter en insérant votre implant. Dans ce cas-là, vous allez utiliser un implant court, droit, avec une fémorotomie. Si en revanche, votre isthme est présent, votre fémur est droit, que vous n'avez pas de ciment enlevé, vous n'avez pas d'ostéoporose, vous pouvez faire la même chose, mais en voie endofémorale. Si votre isthme n'est pas présent, c'est-à-dire un fémur type 3B ou 4 sur Paprosky, je vous l'ai dit, vous allez utiliser un implant sans ciment de type Wagner, c'est-à-dire un implant plus long en cherchant un appui multipoint. À ce moment-là, franchement, je vous incite à utiliser un implant courbe parce que sinon, vous n'allez pas vous en apercevoir et de profil, votre implant peut sortir sur la partie antérieure de votre diaphyse. Vaut mieux qu'il soit modulaire, je vous ai expliqué pourquoi, parce qu'on a du mal à anticiper où est-ce qu'on va obtenir la stabilité proximale et vaut mieux qu'il soit verrouillable, ce qui ne veut pas obligatoirement dire que vous allez le verrouiller, mais c'est un joker. À ce moment-là, la fémotomie n'est utile que si vous avez du ciment ou un risque fracturaire. Et dans le cas contraire, vous pouvez faire une voie endofémorale. D'accord? C'est la même chose dans la classification de Paprosky. Si vous avez, ce qui arrive quasiment jamais, votre diaphyse est intacte, ok, très bien, mais votre métaphyse est intacte aussi, c'est c'est le seul cas, c'est en gros une tige sans ciment à appui métaphysaire qui est sous-dimensionnée et qui est instable. À ce moment-là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser une tige de première intention avec ou sans ciment. Vous pouvez utiliser une tige cimentée parce que votre spongieux est toujours présent.
Si en revanche votre spongieux est absent, à ce moment-là, il vaut mieux utiliser un implant de révision court, droit, comme je vous l'ai dit. Si votre votre os spongieux est absent, vous regardez si votre os spongieux est absent dans la métaphyse et la diaphyse, vous regardez si vous avez un isthme. Si vous avez un isthme, vous utilisez un implant long, comme je vous l'ai dit, de 25 cm, donc pas trop long. Si en revanche, votre isthme est absent, à ce moment-là, on utilise d'autres techniques. Alors, je vais vous expliquer comment. Ça a été une fois de plus décrit par Wayne Paprosky par son junior partner Scott Sporer. Donc, je reviens, vous n'avez pas d'isthme. C'est un type 3B ou un type 4. Si vous avez un type 3B, vous dites j'ai un isthme, mais il est inférieur à 4 cm. À ce moment-là, vous regardez la taille de votre diaphyse, parce que si c'est supérieur à 20 mm, vous n'allez pas avoir un implant suffisamment large. Donc, si c'est supérieur à 4 mm, c'est comme un type 4. C'est-à-dire, c'est des fémurs, c'est comme des tubes de PVC. Si vous avez ces types 4, alors à ce moment-là, si vous avez un patient qui n'est pas âgé, il vaut mieux utiliser, d'une allogreffe. Alors, bone packing, je vous l'ai dit, impaction bone grafting ou bone packing, ou allogreffe morcellée impactée, c'est la même chose, ou APC. APC, c'est allograft prosthesis composite. Ça peut être une allogreffe massive avec un implant long cimenté. Technique dite de Cochin en France. Si en revanche, vous avez un patient qui est âgé, vous allez utiliser donc la technique dite de Wagner avec un implant modulaire. Il y a une dernière technique qui n'est pas décrite dans ce papier qui date de presque 20 ans, c'est quand le fémur est entièrement détruit chez les patients donc âgés, que vous pouvez mettre ici, c'est PFR, c'est Proximal Femoral Replacement, en fait c'est des implants pour des cancers, pour des tumeurs, donc vous remplacez entièrement le fémur par une prothèse. Ok, donc j'espère que j'ai été le plus clair possible et n'hésitez pas à me poser des questions par mail et je vous souhaite bon courage et à très bientôt.